Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Discours de la méthode, écrit par René Descartes, avec pour sous-titre « Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». C'est notre premier live sur cette œuvre. Je vous invite, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, à jeter un œil à la barre de lecture de la vidéo ainsi qu'à la description de la vidéo juste en dessous. Ça va vous permettre de trouver des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au bout de lecture qui vous intéresse. Vu que c'est notre premier live sur cette œuvre, je vais avoir du mal à jauger ce qu'on va lire, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est parti pour la première, deuxième partie et potentiellement la troisième selon le temps qu'on aura mis. Sachant que l'œuvre se compose de 6 parties, je crois qu'on en aura pour 2 ou 3 lives. Donc ça va être une lecture assez rapide. Vous voyez, c'est pas un gros bouquin, par contre c'est un grand format, donc ça peut être piégeux. Mais voilà, je pense qu'en 2-3 lives, on aura largement terminé. D'ailleurs, vous retrouverez comme d'habitude sur la chaîne YouTube, dans l'onglet playlist, la playlist qui se nommera « Et si on lisait Discours de la méthode ?» Et vous pourrez directement vous y plonger pour avoir les épisodes suivants, puisque c'est le premier épisode, donc il n'y a pas d'épisode précédent. C'est peut-être l'une des dernières lectures que je vais faire, même c'est carrément l'une des dernières lectures que je vais faire avant un petit peu de temps, ça c'est sûr et certain, puisque je le répète, là, de manière très urgente, de manière très rapide, je vais arrêter les lives. Provisoirement ou définitivement, je suis incapable de le dire pour le moment, je suis incapable de statuer là-dessus. J'aimerais, je pense, que ce ne soit pas les derniers lives de toute la vie, mais je ne sais pas du tout où ma vie va m'amener dans les semaines, mois à venir, donc je suis incapable de vous dire. Tout ce que je suis capable de vous dire, c'est que là, ça y est, il reste à peine 2 petites semaines de live, et ensuite, finito, pour au moins quelques mois, je pense. Mais les rediffusions continuent d'arriver sur YouTube tous les jeudis et tous les dimanches à midi, pendant que, en même temps, j'en profite pour faire un maximum de vidéos d'avance, si je peux dire, en faisant le plus de live possible ces jours-ci. Donc, attendez-vous à encore 5-6 lives, je pense, à compter de celui-ci. J'avais compté à peu près ça, je crois. Si j'arrive à faire ça, parce que c'est pas sûr, parce que je suis en train de préparer mon déménagement et tutti quanti, et il y a beaucoup de choses à faire. Un grand changement de vie en perspective, donc forcément ça implique beaucoup de préparation. Donc voilà, je peux vous dire que Discours de la méthode fera partie des toutes dernières lectures avant la pause définitive ou non. Je vais donc, je pense, sur les lives qui nous restent, étaler 2 ou 3 lectures du Discours de la méthode. Une lecture, j'aimerais faire la lecture de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ce serait cool de le faire en un live one-shot, toute la pièce. Ce serait vraiment sympathique. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais ça serait vraiment sympathique. J'aimerais vraiment essayer. Et puis, je pense que j'aurai le temps de faire quoi ? De faire ce fameux live Les mots portent le bonheur. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de faire un live de musique, et encore pas sûr. Peut-être un dernier live de gaming, et encore pas sûr. Et peut-être un live où je vous fais quelques recommandations de ma bibliothèque de comics, c'est ce que je m'étais dit aussi. Dites-moi si ça vous intéresse tout ça, comme ça si vous avez une préférence, peut-être que je ferai passer un des concepts en priorité. Parce que c'est vrai que je suis même pas sûr de pouvoir faire tout ça. Mais voilà, profitons de ces derniers lives ensemble. Merci à Yorex4000 d'avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire avec vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Santé à tous et à toutes. Il fait ce soir une chaleur insidieuse parce que je ne l'ai pas vue arriver. Vraiment, elle s'est installée tout au long de la journée doucement, degré par degré. Et telle la grenouille ou tel le homard, je n'ai pas vu que l'eau chauffer. Donc là, je n'ai pas vu que l'air chauffer. Et je me retrouve en live à me dire
punaise, mais en fait, il fait super lourd. Donc, j'avoue que j'appréhende un peu la lecture de ce soir. Il fait vraiment lourd, vraiment très lourd. J'ai vraiment très chaud là, tout de suite, maintenant. Je trouve que ça fait un temps d'orage, si vous voulez. Ça se sent que ça a deux doigts de péter, que l'air est gorgé là, que l'air est tendu. Donc c'est pas très agréable. Je vais essayer malgré tout de faire la lecture la plus agréable justement, et surtout la plus compréhensible possible. Surtout que là, on est sur de la philosophie. Donc là, c'est quand même, on est un peu dans le dur. Je ne vais pas vous donner trop d'informations en amont. J'ai envie de découvrir, même si on peut pas vraiment parler, je pense, de spoil quand il s'agit de textes philosophiques. Mais bon, j'ai quand même envie de découvrir, d'avoir la fraîcheur de la découverte. Je vais pas vous en dire trop, je vais simplement vous dire que du coup, il s'agit d'un essai philosophique paru en 1637, écrit par René Descartes. René Descartes qui est un mathématicien, physicien et surtout, c'est pour ça qu'il est le plus connu, reconnu, philosophe français, qui est né en 1596 et mort en 1650. Et du coup, je pense que ce qui est le plus connu de Descartes, vous le connaissez peut-être pour le cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je pense que vous le connaissez aussi pour le doute cartésien. Certainement, le doute cartésien. Je pense que ce sont... Je suis pas très calé en philosophie, hein. Donc je pense que ce sont les concepts les plus forts que je connaisse de René Descartes personnellement. On aurait pu aussi faire d'autres lectures. C'est vrai qu'il y avait d'autres œuvres qui auraient pu être intéressantes. Je pense notamment à... Comment ça s'appelle? Attendez, est-ce que je peux trouver ça facilement? Hop. Il n'y a pas le truc métaphysique là? Je peux pas trouver ça par hasard. Traité du monde de la lumière et de la lumière, l'homme, le discours de la méthode. Recherche de la vérité par la lumière naturelle. C'est marrant, il n'y a pas le truc de la métaphysique là? Comment ça s'appelle ce truc là? Attendez. René Descartes. Parce que c'était l'un des deux textes sur lesquels j'avais hésité. Mais on m'a dit que c'était peut-être un peu compliqué. Méditation métaphysique ou méditation sur la philosophie première. Voilà, j'aurais pu lire ça, mais on m'a dit que c'était un peu compliqué peut-être d'accès. Comme la philosophie, c'est déjà pas toujours aussi simple que la fiction, par exemple, je vous propose qu'on se lance dans le discours de la méthode sans a priori, sans avoir peur de ne rien comprendre, sans jugement aucun, et juste on essaie de s'imprégner du truc, d'entrer dans le truc, de voir si ça nous parle ou non, de piocher des petites idées, de se dire ok, ça c'est intéressant mais ça me parle pas, ça me convient pas, et tutti quanti. Pour terminer rapidement, je pourrais ajouter que ce texte a été publié anonymement à la base, et que le discours de la méthode devait originellement servir d'introduction générale au traité scientifique écrit par l'auteur, soit la dioptrique, les météores et la géométrie. Mais la célébrité du texte est devenue telle qu'il est désormais souvent publié seul, comme un essai indépendant. Il est reconnu comme l'une des œuvres fondatrices de la philosophie moderne occidentale. Rien que ça. Rien que ça. Ce n'est pas peu dire. Et donc, lançons-nous dans cette œuvre fondatrice de la philosophie moderne occidentale. Je vous avoue que j'ai lu 2-3 phrases plus tôt dans l'après-midi pour me mettre en jambe. Je crois que ça va être costaud. C'est bien écrit, c'est plutôt très compréhensible, mais faut rester concentré, je crois. Et moi, dans ma lecture à voix haute, il va falloir d'autant plus que je sois concentré pour vous faire les intonations et les structures de phrases, on va dire, les rythmes, etc., qui vont vous amener, je l'espère, le texte de la manière la plus compréhensible possible. Parce que voilà, là, on est sur des idées, et c'est pas toujours évident de parler d'idées. Bien, je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Je pensais lire partie par partie, et à chaque partie faire une petite pause.
Donc je lis l'intégralité de la première partie, pause, l'intégralité de la deuxième partie, pause ou fin du live, et éventuellement si le live n'a pas été très long, troisième partie avant la fin. Voilà, les règles du jeu sont dites. À tout à l'heure pour la première pause. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Écrit par René Descartes. Si ce discours semble trop long pour être tout lu en une fois, on le pourra distinguer en 6 parties. Et en la première, on trouvera diverses considérations touchant les sciences. En la seconde, les principales règles de la méthode que l'auteur a cherchées. En la troisième, quelques-unes de celles de la morale qu'il a tirées de cette méthode. En la quatrième, les raisons par lesquelles il prouve l'existence de Dieu et de l'âme humaine qui sont les fondements de sa métaphysique. En la cinquième, l'ordre des questions de physique qu'il a cherchées, et particulièrement l'explication du mouvement du cœur et de quelques autres difficultés qui appartiennent à la médecine, puis aussi la différence qui est entre notre âme et celle des bêtes. Et, en la dernière, quelles choses il croit être requises pour aller plus avant en la recherche de la nature qu'il n'a été, et quelles raisons l'ont fait écrire. Première partie. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent. Mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques autres. Et je ne sache point de qualité que celles-ci qui servent à la perfection de l'esprit. Car pour la raison, ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes, qui disent qu'il n'y a du plus et du moins qu'entre les accidents, et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Mais je ne craindrais pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Car j'en ai déjà recueilli de tels fruits qu'encore qu'au jugement que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption, et que, regardant d'un œil de philosophe les diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n'y en ait quasi aucune qui ne me semble vaine et inutile, je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pour l'avenir que si, entre les occupations des hommes purement hommes, il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante, j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie. Toutefois, il se peut faire que je me trompe. Et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Mais je serais bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis, et d'y représenter ma vie comme en un tableau, afin que chacun en puisse juger, et qu'apprenant du bruit commun les opinions qu'on en aura, ce soit un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison,
mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mêlent de donner des préceptes se doivent estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent, et s'ils manquent en la moindre chose, ils en sont blâmables. Mais ne proposant cet écrit que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux que comme une fable, en laquelle, parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre, j'espère qu'il sera utile à quelques-uns, sans être nuisible à personne, et que tous me sauront gré de ma franchise. J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et pour ce qu'on me persuadait que par le moyen on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les apprendre. Mais sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion. Car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Et néanmoins, j'étais en l'une des plus célèbres écoles de l'Europe, où je pensais qu'il devait y avoir de savants hommes, s'il n'y en avait en aucun endroit de la terre. J'y avais appris tout ce que les autres y apprenaient, et même, ne m'étant pas contenté des sciences qu'on nous enseignait, j'avais parcouru tous les livres traitant de celles qu'on estime les plus curieuses et les plus rares, qui avaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais les jugements que les autres faisaient de moi, et je ne voyais point qu'on m'estimât inférieur à mes condisciples, bien qu'il y en eût déjà entre eux quelques-uns qu'on destinait à remplir les places de nos maîtres. Et enfin notre siècle me semblait aussi florissant et aussi fertile en bons esprits qu'ait été aucun des précédents, ce qui me faisait prendre la liberté de juger par moi de tous les autres et de penser qu'il n'y avait aucune doctrine dans le monde qui fût telle qu'on m'avait auparavant fait espérer. Je ne laissais pas toutefois d'estimer les exercices auxquels on s'occupe dans les écoles. Je savais que les langues qu'on y apprend sont nécessaires pour l'intelligence des livres anciens, que la gentillesse des fables réveille l'esprit, que les actions mémorables des histoires le relèvent, et qu'étant lues avec discrétion, elles aident à former le jugement. Que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées, que l'éloquence a des forces et des beautés incomparables, que la poésie a des délicatesses et des douceurs très ravissantes, que les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir tant à contenter les curieux qu'à faciliter tous les arts et diminuer le travail des hommes, que les écrits qui traitent des mœurs contiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à la vertu qui sont fort utiles, que la théologie enseigne à gagner le ciel, que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement de toutes choses et se faire admirer des moins savants, que la jurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent des honneurs et des richesses à ceux qui les cultivent, et enfin qu'il est bon de les avoir toutes examinées, même les plus superstitieuses et les plus fausses, afin de connaître leur juste valeur et se garder d'en être trompés. Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, et même aussi à la lecture des livres anciens, et à leurs histoires, et à leurs fables. Car c'est quasi le même de converser avec ceux des autres siècles que de voyager. Il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples, afin de juger des nôtres plus sainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu'on coutume de faire ceux qui n'ont rien vu. Mais lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays, et lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient au siècle passé, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Outre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles qui ne le sont point, et que même les histoires les plus fidèles, si elles ne changent ni n'augmentent la valeur des choses pour les rendre plus dignes d'être lues, au moins en omettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustres circonstances, d'où vient que le reste ne paraît pas tel qu'il est, et que ceux qui règnent règlent leurs mœurs par les exemples qu'ils en tirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins de nos romans et à concevoir des dessins qui passent leur force. J'estimais fort l'éloquence, et j'étais amoureux de la poésie, mais je pensais que l'une et l'autre étaient des dons de l'esprit plutôt que des fruits de l'étude. Ceux qui ont le raisonnement le plus fort, et qui digèrent le mieux leurs pensées afin de les rendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que bas-breton et qu'ils n'eussent jamais appris de rhétorique. Et ceux qui ont les inventions les plus agréables et qui les savent exprimer avec le plus d'ornement et de douceur,
ne laisseraient pas d'être les meilleurs poètes, encore que l'art poétique leur fût inconnu. Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons. Mais je ne remarquais point encore leur vrai usage, et, pendant qu'elles ne servaient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnais de ce que, leurs fondements étant si fermes et si solides, on n'avait rien bâti dessus de plus relevé. Comme au contraire, je comparais les écrits des anciens païens qui traitent des mœurs à des palais fort superbes et fort magnifiques, qui n'étaient bâtis que sur du sable et sur de la boue. Ils élèvent fort haut les vertus et les font paraître estimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde, mais ils n'enseignent pas assez à les connaître, et souvent ce qu'ils appellent d'un si beau nom n'est qu'une insensibilité ou un orgueil, ou un désespoir, ou un parricide. Je révérais notre théologie, et prétendais autant qu'aucun autre à gagner le ciel. Mais ayant appris comme chose très assurée que le chemin n'en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu'aux plus doctes, et que les vérités révélées qui y conduisent sont au-dessus de notre intelligence, je n'eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d'être plus comme. Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, et que néanmoins il ne s'y trouve encore aucune chose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse, je n'avais point assez de présomption pour espérer d'y rencontrer mieux que les autres, et que, considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière, qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu'il y en puisse avoir jamais plus d'une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. Puis, pour les autres sciences, d'autant qu'elles empruntent leurs principes de la philosophie, je jugeais qu'on ne pouvait avoir rien bâti qui fût solide sur des fondements si peu fermes. Et ni l'honneur ni le gain qu'elles promettent n'étaient suffisants pour me convier à les apprendre. Car je ne me sentais point, grâce à Dieu, de condition qui m'obligeât à faire un métier de la science pour le soulagement de ma fortune, et quoique je ne fisse pas profession de mépriser la gloire en cynique, je faisais néanmoins fort peu d'état de celle que je n'espérais point pouvoir acquérir qu'à faux titre. Et enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. C'est pourquoi, sitôt que l'âge me permit de sortir de la suggestion de mes précepteurs, je quittai entièrement l'étude des lettres, et, me résolvant de ne chercher plus d'autres sciences que celles qui se pourraient trouver en moi-même, ou bien dans le grand livre du monde, j'employai le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, et partout, à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient que j'en pusse tirer quelque profit. Car il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait, touchant les affaires qui lui importent, et dont l'événement le doit punir bientôt après s'il a mal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet, touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet, et qui ne lui sont d'autres conséquences sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité qu'elles seront plus éloignées du sens commun, à cause qu'il aura dû employer d'autant plus d'esprit et d'artifice à tâcher de les rendre vraisemblables. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Il est vrai que, pendant que je ne faisais que considérer les mœurs des autres hommes, je n'y trouvais guère de quoi m'assurer, et que j'y remarquais quasi autant de diversité que j'avais fait auparavant entre les opinions des philosophes. En sorte que le plus grand profit que j'en retirais était que, voyant plusieurs choses qui, bien qu'elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne laissent pas d'être communément reçues et approuvées par d'autres grands peuples, j'apprenais à ne rien croire trop fermement de ce qui ne m'avait été persuadé que par l'exemple et par la coutume. Et ainsi, je me délivrais peu à peu de beaucoup d'erreurs qui peuvent offusquer notre lumière naturelle et nous rendre moins capables d'entendre raison. Mais après que j'eus employé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et à tâcher d'acquérir quelque expérience, je pris un jour résolution d'étudier aussi en moi-même et d'employer toutes les forces de mon esprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui me réussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fusse jamais éloigné ni de mon pays, ni de mes livres.
Et c'est la fin de la première partie. Nous marquons une courte pause. Bon, j'ai réussi à le lire relativement rapidement. Franchement, ça va. Donc là, si je me base sur cette première partie et que les deux suivantes font à peu près la même taille, je pense qu'on va lire ce livre en 2 lives de 3 parties chacune. J'ai bien apprécié, déjà, dans un premier temps, pour commencer. C'est déjà cool, je trouve. C'est déjà intéressant. Et même si les structures de phrases sont parfois un peu alambiquées, avec beaucoup de propositions qui se suivent, beaucoup de virgules, et voilà, ça enchaîne. Malgré tout, je trouve que malgré le nombre de subordonnés, on arrive à s'y retrouver à peu près, on arrive à peu près à comprendre. Je trouve que c'est plus compréhensible que ce à quoi je me serais attendu. C'est plutôt compréhensible, plutôt accessible. Et pour le moment, j'aime beaucoup, j'avoue, parce que je trouve qu'il y a une manière d'être humble qui me plaît beaucoup de la part de René Descartes. Il est vraiment en mode, voilà, je vous donne ma méthode, je vous donne ce que je fais, je vous donne pourquoi je le fais, comment je le fais, je vous donne d'où je viens, ce que je pense d'à peu près tout, etc. Et je viens pas vous donner la méthode pour bien conduire sa raison, je vous dis la méthode que j'ai trouvée pour moi bien conduire ma raison. Déjà, ça j'aime bien, le fait qu'il n'y ait pas une généralisation de la chose et qu'il soit capable justement d'une certaine humilité en disant bon écoutez, je sais que je peux me tromper. Vraiment, et limite, il dit ça texto, quoi. Je sais que je peux me tromper. Il y a plein de manières de voir les choses. Il y a plein de manières d'appréhender tout un tas de sujets, tout un tas de domaines. Donc voilà, je vous donne ici la mienne, mais je sais que je peux me tromper. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup juste rien que ça, rien que le fait de se baser là-dessus, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a aussi une certaine humilité dans le fait qu'il ait eu la curiosité, et j'aime bien aussi la curiosité, de s'intéresser à beaucoup de domaines qui pourraient sembler très différents, mais en fait, parce que ça donne des grilles de lecture différentes de la vie, et je trouve ça trop intéressant. De voir, ça c'est quelque chose dont on en a déjà parlé en live, je crois, mais de voir que par le passé, c'était beaucoup plus fréquent d'avoir des philosophes, écrivains, mathématiciens, etc., des personnes qui multiplient les casquettes, on va dire, et du coup qui ont peut-être une vue un peu plus globale des choses, ou bien qui sont capables justement de voir les choses avec différents points de vue. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi. J'aime bien le fait qu'il nous présente ça, l'auteur. Non, franchement, j'aime beaucoup pour le moment. C'est simple, mais ça passe très bien, je trouve. Je crois qu'il y avait quelque chose que je voulais dire que j'ai zappé. Je ne sais plus. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que personnellement, je pense que je trouve sa méthode relativement louable. Dans ce qu'il décrit maintenant, le fait de pas toujours croire qu'on ait raison, en gros, de rester ouvert aux autres mœurs et ainsi de suite, aux autres personnes, aux autres points de vue, aux autres domaines d'analyse des événements. C'est quelque chose que j'apprécie, je crois. Et que j'essaie moi-même de faire, je pense. Est-ce qu'on a... Oui, on a une analyse sur Wikipédia. Alors, je vous propose que peut-être aujourd'hui, sauf exception, on ne va peut-être pas faire les mots de la fin. Je vais peut-être pas vous expliciter des mots, sauf s'il y a vraiment un mot, vu que c'est quand même des concepts philosophiques, s'il y a vraiment un mot dont on a absolument besoin pour comprendre le texte, je vous trouverai une définition, je pense. Mais à part ça, je pense que je vais me contenter de vous lire une analyse rapide à chaque fois durant les pauses entre deux parties. Donc une analyse disponible sur Wikipédia. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà une piste de réflexion. Vous prenez pas. Encore une fois, il y a des tas de manières d'appréhender une œuvre philosophique. Donc, c'est une analyse parmi une autre. Vous pouvez en avoir une autre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez
Si vous avez d'autres ressentis, d'autres compréhensions de ce texte, n'hésitez pas, même en rediffusion dans les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vôtre. Ça pourra toujours être intéressant. Je vous lis donc l'analyse de la première partie, qui sont des considérations touchant les sciences. On nous dit sur Wikipédia, Descartes ouvre son discours par une remarque qui n'est pas dénuée d'ironie. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Descartes affirme que le bon sens, qui est le pouvoir de bien juger, et qu'il nomme plus loin raison, est réparti également chez chaque être humain. Toutefois, les avantages que la raison procure dans la conduite de la vie et l'apprentissage des sciences dépendent de la manière dont chacun en use. C'est cela même qui crée la divergence des opinions. La méthode aura donc pour but de bien guider la raison afin qu'elle ne s'égare pas. Ça, pareil, je trouve que c'est une idée vachement intéressante. De se dire, bah non, en fait, on est tous capables de raison. C'est juste quelle méthode on applique à cette raison qui va nous amener sur un bon ou un mauvais chemin en quelque sorte. Ces considérations font écho à une réflexion de Montaigne. Ah bah c'est cool, si on a des rappels comme ça vers d'autres philosophes, ça peut être intéressant. Donc Montaigne, je vois les dates ici, philosophe un tout petit peu plus vieux que Descartes dans le temps. On dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces, c'est celui du sens, car il n'est aucun qui ne se contente de ce qu'elle lui en a distribué. N'est-ce pas raison ? Qui verrait au-delà, il verrait au-delà de sa vue. Je pense avoir les opinions bonnes et saines, mais qui n'en pense autant des siennes ? Ah, marrant. Intéressant. Moi, ça me rappelle une citation de Fat Mike dans le groupe NoFX, donc un groupe de punk, qui dit, en gros, en substance, tout le monde pense qu'il a raison parce que si quelqu'un pensait qu'il avait tort, il changerait. Personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. Je trouve que c'est pas facile de changer. Donc on peut se rendre compte qu'on a tort et avoir du mal à changer malgré tout, je trouve. Mais admettons. La même observation se trouve chez Hobbes. Donc Hobbes, encore un autre philosophe, à peu près contemporain de Descartes de ce que je vois. Vous avez... moi, ça me remonte à mes souvenirs de philo en seconde, première terminale, ou première terminale seulement. Donc ça remonte à longtemps. Qui affirme que la nature a fait les hommes égaux quant aux facultés du corps et de l'esprit, et que parmi les humains, l'égalité est plus grande en ce qui concerne les facultés de l'esprit. Intéressant. Soulignant son intérêt pour toutes les sciences et les lettres, que ce soit la poésie, les mathématiques, les écrits des anciens païens, la théologie ou la philosophie, Descartes entreprend des recherches dans les pensées les plus étrangères et anticonformistes de son époque, bien qu'il pût passer pour sot, afin de s'en faire son propre jugement. Il dénonce néanmoins des sciences aussi superstitieuses que l'astrologie, l'alchimie ou la magie. Il privilégie surtout les mathématiques, rappelant son goût pour cette science lors de ses études au collège de la Flèche. Je me plaisais surtout aux mathématiques à cause de la certitude et à l'évidence de leur raison, mais je ne remarquais point encore leur vrai usage, et pendant qu'elles ne servaient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnais de ce que leurs fondements étant si fermes et si solides, on n'avait rien bâti dessus de plus relevé. Et j'aime beaucoup l'expression art mécanique, d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion en lisant. C'est cool de dire que, bah oui, la mécanique, ça peut être considéré comme un art. C'est en se fondant sur ces connaissances aussi diverses, également acquises lors de voyages, que Descartes apprend à consolider son savoir, tout en n'oubliant pas d'extraire de ses sources le vrai du faux. Ok, intéressant. Et du coup, sur le fait qu'il fasse des recherches dans les pensées les plus étrangères et anticonformistes de son époque, quand on parle de poésie, mathématiques, écrits des anciens païens, théologie et philosophie, je trouve ça grave intéressant, cette remise en contexte, de se dire qu'à cette époque, c'était peut-être pas si évident tout ça, sur ces sujets-là. D'autant que, sur la 4e de couverture, on peut lire que le discours de la méthode est écrit 4 ans après le procès de Galilée, précurseur d'une écriture mathématique de l'univers. Donc forcément, c'était des idées qui plaisaient pas trop à l'époque, aux religieux, dirons-nous. Donc je crois, il me semble avoir lu tout à l'heure, que c'est pour ça que René Descartes a publié de manière anonyme, parce qu'il a été très très impressionné, très très marqué par le fait que Galilée ait eu un procès et été condamné d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être des conneries, mais je crois pas.
Donc c'est pour ça qu'il a publié à titre anonyme, parce qu'il a eu peur en fait. Il s'est dit: «Bah, moi on va dire que ce que je fais c'est pas bien quoi, on va dire que ce que je fais, c'est dangereux». Du coup, on va pouvoir poursuivre. Je vous en dirai peut-être un peu plus sur cette histoire, puisque je me rappelle qu'en fait c'est, une biographie, enfin oui une biographie. Une biographie de René Descartes qui se trouve à la fin du livre, qui fait 2 pages. Donc, je pourrais vous la lire en fin de live éventuellement, pour vous donner un peu de complément d'infos et de contexte potentiel à la vie de Descartes et même peut-être à l'écriture de ce texte. Je vais partir sur la deuxième partie, et là je suis partagé parce que dans le sommaire c'est écrit deuxième partie, et dans le livre c'est écrit seconde partie. Normalement, on dit deuxième, parce qu'on dit deuxième quand il y a une troisième, et on dit seconde quand il n'y a pas de troisième. Et là, il y a un troisième. Donc normalement, on dit deuxième, pas second. J'ai cherché sur Internet, j'ai l'impression que c'est une faute qu'il y a même dans le livre original. Donc, comme j'aime pas faire la faute, je vais dire les deux et na. Bref, je vous reprends dans quelques minutes pour une autre pause. Bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en diffusion sur YouTube. C'est parti. Deuxième ou seconde partie. J'étais alors en Allemagne où l'occasion des guerres qui n'y sont pas encore finies m'avait appelé. Et comme je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée, le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, et n'ayant d'ailleurs par bonheur aucun soin ni passion qui me troublasse, je demeurai tout le jour enfermé seul dans un poêle où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées. Entre lesquelles l'une des premières fut que je m'avisai de considérer que souvent, il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces et faits de la main de divers maîtres qu'en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Ainsi, ces anciennes cités qui, n'ayant été au commencement que des bourgades, sont devenues par succession de temps de grandes villes, sont ordinairement si mal compassées, au prix de ces places régulières qu'un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine, qu'encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve souvent autant ou plus d'art qu'en ceux des autres. Toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là un petit, et comme ils rendent les rues courbées et inégales, on dirait que c'est plutôt la fortune que la volonté de quelques hommes usant de raison qui les a ainsi disposés. Et si on considère qu'il y a eu néanmoins de tout temps quelques officiers qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments des particuliers pour les faire servir à l'ornement du public, on connaîtra bien qu'il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d'autrui, de faire des choses fort accomplies. Ainsi, je m'imaginais que les peuples qui, ayant été autrefois demi-sauvages et ne s'étant civilisés que peu à peu, n'ont fait leur loi qu'à mesure que l'incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, ne sauraient être si bien polissés que ceux qui, dès le commencement qu'ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelques prudents législateurs. Comme il est bien certain que l'état de la vraie religion, dont Dieu seul a fait les ordonnances, doit être incomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parler des choses humaines, je crois que si Sparte a été autrefois très florissante, ce n'a pas été à cause de la bonté de chacune de ses lois en particulier, vu que plusieurs étaient fort étranges, et même contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que, n'ayant été inventées que par un seul, elles tendaient toutes à même fin. Et ainsi, je pensais que les sciences des livres, au moins celles dont les raisons ne sont que probables, et qui n'ont aucune démonstration, s'étant composées et grossies peu à peu des opinions de plusieurs diverses personnes, ne sont point si approchantes de la vérité que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens, touchant les choses qui se présentent. Et ainsi encore, je pensais que, pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et qu'il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, et qui ni les uns ni les autres ne nous conseillaient peut-être pas toujours le meilleur,
il est presque impossible que nos jugements soient si purs ni si solides qu'ils auraient été si nous avions eu l'usage entier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nous n'eussions jamais été conduits que par elle. Il est vrai que nous ne voyons point qu'on jette par terre toutes les maisons d'une ville pour le seul dessein de les refaire d'autre façon et d'en rendre les rues plus belles. Mais on voit bien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir, et que même quelquefois ils y sont contraints, quand elles sont en danger de tomber d'elles-mêmes, et que les fondements n'en sont pas bien fermes. À l'exemple de quoi je me persuadais qu'il n'y aurait véritablement point d'apparence qu'un particulier fit dessein de réformer un État en y changeant tout dès les fondements, et en le renversant pour le redresser, ni même aussi de réformer le corps des sciences ou l'ordre établi dans les écoles pour les enseigner. Mais que, pour toutes les opinions que j'avais reçues jusque-alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d'entreprendre une bonne fois de les en noter, afin d'y en remettre par après, ou d'autres meilleures ou bien les mêmes, lorsque je les aurais ajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que par ce moyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur de vieux fondements, et que je ne m'appuyasse que sur les principes que je m'étais laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'ils étaient vrais. Car bien que je remarquasse en ceci diverses difficultés, elles n'étaient point toutefois sans remède, ni comparables à celles qui se trouvent dans la réformation des moindres choses qui touchent le public. Ces grands corps sont trop malaisés à relever étant abattus, ou même à retenir étant ébranlés, et leurs chutes ne peuvent être que très rudes. Puis, pour leurs imperfections, s'ils en ont, comme la seule diversité qui est entre eux suffit pour assurer que plusieurs en ont, l'usage les a sans doute fort adoucis, et même il en a évité ou corrigé insensiblement quantités auxquelles on ne pourrait si bien pourvoir par prudence. Et enfin, elles sont quasi toujours plus supportables que ne serait leur changement. En même façon que les grands chemins qui tournoient entre des montagnes deviennent peu à peu si unis et si commodes, à force d'être fréquentés, qu'il est beaucoup meilleur de les suivre que d'entreprendre d'aller plus droit, en grimpant au-dessus des rochers et descendant jusque au bas des précipices. C'est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes et inquiètes qui, n'étant appelées ni par leur naissance ni par leur fortune au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelque nouvelle réformation. Et si je pensais qu'il y eût la moindre chose en cet écrit par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, je serais très marri de souffrir qu'il fût publié. Jamais mon dessein ne s'est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées, et de bâtir dans un fond qui est tout à moi. Que si, mon ouvrage m'ayant assez plu, je vous en fais voir ici le modèle, ce n'est pas pour cela que je veuille conseiller à personne de l'imiter. Ceux que Dieu a mieux partagé de ses grâces auront peut-être des desseins plus relevés, mais je crains bien que celui-ci ne soit déjà que trop hardi pour plusieurs. La seule résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doive suivre. Et le monde n'est quasi composé que de deux sortes d'esprits auxquels il ne convient aucunement. À savoir de ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils ne le sont, ne se peuvent empêcher de précipiter leur jugement, ni avoir assez de patience pour conduire par ordre toutes leurs pensées, d'où vient que s'ils avaient une fois pris la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraient tenir le sentier qu'il faut prendre pour aller plus droit et demeureraient égarés toute leur vie. Puis de ceux qui, ayant assez de raison ou de modestie, pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de ces autres qu'en chercher eux-mêmes de meilleures. Et pour moi, j'aurais été sans doute du nombre de ces derniers si je n'avais jamais eu qu'un seul maître, ou que je n'eusse point su les différences qui ont été de tout temps entre les opinions des plus doctes. Mais ayant appris dès le collège qu'on ne saurait rien imaginer de si étrange et si peu croyable qu'il n'ait été dit par quelqu'un des philosophes, et depuis, en voyageant, ayant reconnu que tous ceux qui ont des sentiments forts contraires aux nôtres ne sont pas pour cela barbares ni sauvages, mais que plusieurs usent autant ou plus que nous de raison, et ayant considéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourri dès son enfance entre des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait s'il avait toujours vécu entre des Chinois ou des cannibales, et comment, jusques aux modes de nos habits, la même chose qui nous a plu il y a 10 ans et qui nous plaira peut-être encore avant 10 ans, nous semble maintenant extravagante et ridicule, en sorte que c'est bien plus la coutume et l'exemple qui nous persuadent qu'aucune connaissance certaine, et que néanmoins la pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien, pour les vérités un peu malaisées à découvrir, à cause qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrées que tout un peuple.
Je ne pouvais choisir personne dont les opinions me semblassent devoir être préférées à celles des autres, et je me trouvais comme contraint d'entreprendre moi-même, de me conduire. Mais, comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement, et d'user de tant de circonspection en toute chose que, si je n'avançais que fort peu, je me garderais bien au moins de tomber. Même je ne voulus point commencer à rejeter tout à fait aucune des opinions qui s'étaient pu glisser autrefois en ma créance, sans y avoir été introduite par la raison, que je n'eusse auparavant employé assez de temps à faire le projet de l'ouvrage que j'entreprenais, et à chercher la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. J'avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de la philosophie à la logique et entre les mathématiques à l'analyse des géomètres et à l'algèbre, 3 arts ou sciences qui semblaient devoir contribuer quelque chose à mon dessein. Mais en les examinant, je pris garde que, pour la logique, ces syllogismes et la plupart de ces autres instructions servent plutôt à expliquer à autrui les choses qu'on sait, ou même, comme l'art de Lulle, à parler sans jugement de celles qu'on ignore, qu'à les apprendre. Et bien qu'elles contiennent en effet beaucoup de préceptes très vrais et très bons, il y en a toutefois tant d'autres mêlés parmi qui sont tout nuisibles ou superflus, qu'il est presque aussi malaisé de les en séparer que de tirer une Diane ou une Minerve hors d'un bloc de marbre qui n'est point encore ébauché. Puis, pour l'analyse des anciens et l'algèbre des modernes, outre qu'elles ne s'étendent qu'à des matières fort abstraites et qui ne semblent d'aucun usage, la première est toujours si astreinte à la considération des figures qu'elle ne peut exercer l'entendement sans fatiguer beaucoup l'imagination, et on s'est tellement assujetti en la dernière à certaines règles et à certains chiffres qu'on en a fait un art confus et obscur qui embarrasse l'esprit au lieu d'une science qui le cultive. Ce qui fut cause que je pensais qu'il fallait chercher quelque autre méthode qui, comprenant les avantages de ces 3, fût exempte de leurs défauts. Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un État est bien mieux réglé lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées, ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusque à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon, et que, pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir de si éloignés auxquels enfin on ne parvienne, ni de si cachés qu'on ne découvre. Et je ne fus pas beaucoup en peine de chercher par lesquels il était besoin de commencer, car je savais déjà que c'était par les plus simples et les plus aisés à connaître. Et considérant qu'entre tous ceux qui ont si devant recherché la vérité dans les sciences, il n'y a eu que les seuls mathématiciens qui ont pu trouver quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques raisons certaines et évidentes, je ne doutais point que ce ne fût par les mêmes qu'ils ont examiné. Bien que je n'en espérasse aucune autre utilité, sinon qu'elles accoutumeraient mon esprit à se repaître de vérité et ne se contenter point de fausses raisons. Mais je n'eus pas dessein pour cela de tâcher d'apprendre toutes ces sciences particulières qu'on nomme communément mathématiques, et voyant qu'encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pas de s'accorder toutes, en ce qu'elles n'y considèrent autre chose que les divers rapports ou proportions qui s'y trouvent, je pensais qu'il valait mieux que j'examinasse seulement ces proportions en général, et sans les supposer que dans les sujets qui serviraient à m'en rendre la connaissance plus aisée.
même aussi sans les y astreindre aucunement, afin de les pouvoir d'autant mieux appliquer après à toutes les autres auxquelles elles conviendraient. Puis, ayant pris garde que, pour les connaître, j'aurais quelquefois besoin de les considérer chacune en particulier, et quelquefois seulement de les retenir, ou de les comprendre plusieurs ensemble, je pensais que, pour les considérer mieux en particulier, je les devais supposer en des lignes, à cause que je ne trouvais rien de plus simple, ni que je pusse plus distinctement représenter à mon imagination et à mes sens. Mais que, pour les retenir, ou les comprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les expliquasse par quelques chiffres les plus courts qu'il serait possible, et que par ce moyen j'emprunterais tout le meilleur de l'analyse géométrique et de l'algèbre, et corrigerais tous les défauts de l'une par l'autre. Comme en effet, j'ose dire que l'exacte observation de ce peu de préceptes que j'avais choisis me donna telle facilité à démêler toutes les questions auxquelles ces deux sciences s'étendent, qu'en 2 ou 3 mois que j'employais à les examiner, ayant commencé par les plus simples et plus générales, et chaque vérité que je trouvais étant une règle, qui me servait après à en trouver d'autres, non seulement je vins à bout de plusieurs que j'avais jugées autrefois très difficiles, mais il me sembla aussi, vers la fin, que je pouvais déterminer, en celles mêmes que j'ignorais, par quels moyens et jusque-où il était possible de les résoudre. En quoi je ne vous paraîtrai peut-être pas être fort vain si vous considérez que, n'y ayant qu'une vérité de chaque chose, quiconque la trouve en sait autant qu'on en peut savoir. Et que, par exemple, un enfant instruit en l'arithmétique, ayant fait une addition suivant ses règles, se peut assurer d'avoir trouvé, touchant la somme qu'il examinait, tout ce que l'esprit humain saurait trouver. Car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre et à dénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu'on cherche contient tout ce qui donne de la certitude aux règles d'arithmétique. Mais ce qui me contentait le plus de cette méthode était que par elle j'étais assuré d'user en tout de ma raison, sinon parfaitement, au moins le mieux qui fût en mon pouvoir. Outre que je sentais en la pratiquant que mon esprit s'accoutumait peu à peu à concevoir plus nettement et plus distinctement ces objets, et que, ne l'ayant point assujetti à aucune matière particulière, je me promettais de l'appliquer aussi utilement aux difficultés des autres sciences que j'avais fait à celles de l'algèbre. Non que pour cela, j'osasse entreprendre d'abord d'examiner toutes celles qui se présenteraient. Car cela même eût été contraire à l'ordre qu'elle prescrit. Mais ayant pris garde que leurs principes devaient tous être empruntés de la philosophie, en laquelle je n'en trouvais point encore de certains, je pensais qu'il fallait avant tout que je tâchasse d'y en établir, et que, cela étant la chose du monde la plus importante, et où la précipitation et la prévention étaient le plus à craindre, je ne devais point entreprendre d'en venir à bout que je n'eusse atteint un âge bien plus mûr que celui de 23 ans que j'avais alors, et que je n'eusse auparavant employé beaucoup de temps à m'y préparer, tant en déracinant de mon esprit toutes les mauvaises opinions que j'y avais reçues avant ce temps-là, qu'en faisant amas de plusieurs expériences pour être après la matière de mes raisonnements, et en m'exerçant toujours en la méthode que je m'étais prescrite, afin de m'y affermir de plus en plus. Et c'est la fin de la deuxième ou seconde partie. Nous marquons une courte pause. Bon, ça continue d'être accessible et compréhensible, hein, je trouve. En tout cas, pour saisir les idées globales, je trouve ça relativement simple. J'aime bien. Il continue de nous expliquer sa méthode et le chemin qu'il a eu vers sa méthode. Donc c'est plutôt intéressant. Il nous explique aussi pourquoi il fait ses choix des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, tout ça. C'est intéressant. Et comment il essaie de pallier aux défauts de l'une ou de l'autre, en faisant un micmac de plusieurs méthodes en quelque sorte. Donc c'est intéressant. Moi, les idées que je retiens, c'est encore une fois ce truc d'humilité et de dire qu'on peut se tromper, de dire ici, je ne fais que vous proposer ma méthode, c'est ma méthode, est-ce qu'elle est faite pour vous? Peut-être pas. D'ailleurs, là pour le coup, ça peut faire un peu moins humble peut-être, mais il décrit 2 catégories de population qui, selon lui, ne sont pas en mesure de parvenir en quelque sorte à cette manière de penser. Sinon, ce que j'ai bien apprécié, et l'idée que je retiens encore une fois,
bah, c'est un peu toujours la même, mais avec la petite subtilité supplémentaire que j'apprécie pas mal. Parce que je trouve que ça va vachement dans l'idée de se déconstruire. C'est-à-dire, et je trouve, quelque part, personnellement, je ferais peut-être un parallèle avec l'idée de devenir adulte, en fait. C'est-à-dire ce truc de se détacher des préconçus, se détacher des idées qu'on a nourries dans notre enfance, qu'on a hérité de nos parents, de notre entourage familial, de nos éducateurs et ainsi de suite. Donc cette petite nuance, je l'aime beaucoup, avec ce questionnement sur est-ce que le fait, comment dire, de bâtir une raison seule serait plus efficace et rendrait une meilleure manière de penser. C'est bizarre parce que ça, à la fois, je trouve ça assez contradictoire avec ce qu'il a dit auparavant, le fait qu'il se soit intéressé à des tas de domaines différents, qu'il ait lu beaucoup de gens différents, que la conversation, que les voyages sont hyper importants. Pour moi, on peut pas se faire tout seul. En même temps, il dit pas non plus qu'on se fait tout seul, mais en fait, presque il imagine un monde, enfin une utopie quoi entre guillemets. Il imagine un monde irréel où il y aurait faculté de tout de suite avoir la bonne manière de raisonner en quelque sorte, et du coup de bâtir là-dessus, et quelque part bah voilà, d'avoir des fondements directement bien bâtis pour pouvoir accumuler par-dessus en quelque sorte, construire dessus, élaborer. Donc l'idée est intéressante, mais l'idée que je préfère du coup, qui découle de cela, de ces réflexions, c'est l'idée donc de déconstruire un peu sa pensée, enlever les mauvaises herbes, et se dire ok, tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'était peut-être faux, c'était peut-être mal vu, c'était peut-être mal pensé, mal réfléchi, c'était peut-être même pas pensé du tout. Maintenant, j'arrache tout ça et je repars un peu, je fais un peu place nette, je fais un peu table rase, et j'essaie de repartir avec des fondements du coup bien bâtis. Et le fait qu'il parle aussi des états, de ce même processus à l'échelle d'un état, je trouve ça très intéressant aussi. Parce que ça pose des vraies questions. Ça pose des vraies questions. À quel point, à un moment, il faut repartir à zéro, quoi. À quel point, à un moment, il faut, comme il le disait tout à l'heure, détruire la maison et rebâtir la maison complètement. Est-ce qu'une institution, est-ce qu'un système, est-ce qu'une société, etc., peut marcher, fonctionner continuellement de manière additive? Est-ce qu'on peut, ad vitam aeternam, ajouter, surajouter, surajouter? Ou est-ce qu'à un moment, faut se poser des questions plus profondes et se dire attendez, ce truc-là qui était à la base, est-ce qu'on est encore sûr à 100% que c'est judicieux, que c'est valable, que ça a du sens avec la situation actuelle? Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi comme réflexion, de se dire est-ce que presque philosophiquement, enfin en tout cas presque étayé par une thèse philosophique, il n'est pas parfois meilleur de vraiment recommencer à zéro, quoi. De vraiment tout casser et pas se dire mais non, on va faire des réformes qui vont tout changer. C'est intéressant. C'est intéressant et c'est des questions pas faciles, mais c'est intéressant. Je vous propose une brève analyse de la deuxième partie, les règles de la méthode, qu'on peut trouver sur Wikipédia. Enfermé dans son poêle, chambre chauffée, Descartes établit un retour à sa pensée et sa subjectivité acquise dans sa jeunesse sans vouloir se soucier des principes déjà fondés.
Ce retour à la raison lui semble nécessaire, à l'image d'une ville construite d'une part par des hommes de raison, qui ont fondé les premières ruelles ordonnées, guidées par la volonté, et d'autre part par quelques architectes fous, qui ont construit les grandes places, guidés par la fantaisie et la fortune. Démontrant que le travail seul peut être plus efficace qu'un travail de groupe, par la conduite plus simple du raisonnement de construction de l'œuvre, du bâtiment. Moi, ce truc-là, ça m'a fait penser aussi vachement, je sais pas si vous connaissez l'adage, à la phrase tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Donc c'est pour ça aussi que je trouve la réflexion de Descartes intéressante, mais je sais pas si je suis 100% d'accord. Peut-être qu'on va plus vite tout seul, mais est-ce qu'on va plus loin? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça se discute en vrai. Descartes se prépare donc à remettre en question tous les concepts qu'il connaît, afin que rien de fantaisiste ne vienne polluer sa pensée au profit de la raison inconditionnelle. Pour ce faire, il s'impose 4 préceptes. Ne recevoir aucune chose pour vraie tant que son esprit ne l'aura clairement et distinctement assimilée préalablement. Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre. Établir un ordre de pensée en commençant par les objets les plus simples jusqu'aux plus complexes et divers, et ainsi de les retenir toutes et en ordre. Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre. Descartes l'appliqua d'abord à l'arithmétique, avant de l'appliquer à la philosophie, et en effet, on voit vraiment la méthode scientifique, la méthode mathématique implacable, je trouve. Là, on a vraiment je dirais même plus qu'une méthode, je dirais on a une méthodologie. On a vraiment étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut... En fait, c'est comme si on avait plusieurs tamis. Plusieurs tamis et ok, on a une idée, on le passe par le premier tamis. Ça a passé l'épreuve du premier tamis, on peut passer par le deuxième tamis qui a les mailles plus serrées et ainsi de suite. Donc je trouve ça intéressant comme manière de poser sa méthode. Et surtout, je trouve que c'est très accessible. Pourquoi ? Parce que quand on lit pas beaucoup de philosophie ou qu'on n'est pas très habitué à tout cela, au final, là, ce qu'on est en train de lire, je trouve ça très simple. C'est presque une bonne porte d'entrée, je trouve. Parce que c'est vraiment une personne, un philosophe, qui nous expose sa manière de penser. Plus que ses idées et ses pensées, en tout cas pour le moment, plus que ses idées et ses pensées sur certains sujets, même si en soi, c'est déjà ses idées et ses pensées sur la manière de raisonner. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Plus que donner des opinions ou des avis ou des... Enfin bref, il décrit sa méthode et il nous l'expose et du coup c'est vraiment la porte d'entrée, quoi. C'est vraiment par où commencer. Bah moi j'ai décidé de commencer par là. Et je trouve ça intéressant du coup parce que nous en tant que personnes lambda qui n'avons pas forcément étudié la philosophie ou quoi que ce soit, ça peut nous donner vraiment un premier point de vue, une première porte d'entrée et nous dire ah ok, comment ça se passe si j'analyse les choses de ce point de vue et que je m'applique. On pourrait presque s'appliquer, hein. Là les 4 règles qu'il s'est données, les 4 préceptes, on pourrait presque se les appliquer en fait. On pourrait presque se les appliquer soi-même en tant que lecteur et se dire en fait faire l'expérience et l'étude de la chose, quoi. Se dire ok, je prends telle idée et je le passe au tamis de ces 4 préceptes pour voir comment ça fonctionne. On pourrait presque faire on pourrait presque faire des tests en fait, c'est ça qui est drôle. Bien, même si encore une fois il invite à se... Comment dire ? Il expose, je préfère le mot, il expose sa méthode, mais il ne nous oblige en rien, ou il ne nous incite pas à forcément la reproduire, et il répète qu'elle n'est pas forcément faite pour tout le monde, ce que je trouve très cool aussi. Je vais enchaîner avec la 3e partie, qui sera la dernière partie de ce soir. Je regarde brièvement combien de pages ça fait. Oh bah c'est très court. C'est très court. Donc je vais peut-être vous lire la 3e partie, et ensuite on fera la fin du live, et pendant la fin du live, je vous ferai l'analyse, et ensuite je vous lirai, je pense, la biographie de René Descartes, présente dans ce livre. Comme ça vous donnera peut-être un petit peu de contexte pour la suite. On est parti. Bonne écoute à tous et à toutes.
Troisième partie. Et enfin, comme ce n'est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l'abattre et de faire provision de matériaux et d'architectes, ou s'exercer soi-même à l'architecture, et outre cela d'en avoir soigneusement tracé le dessin, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera. Ainsi, afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en 3 ou 4 maximes, dont je veux bien vous faire part. La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, et me gouvernant en toute autre chose suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Car commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, à cause que je les voulais remettre toutes à l'examen, j'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Et encore qu'il y en ait peut-être d'aussi bien sensés parmi les Perses ou les Chinois que parmi nous, il me semblait que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Et que pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions, je devais plutôt prendre garde à ce qu'ils pratiquaient qu'à ce qu'ils disaient, non seulement à cause qu'en la corruption de nos mœurs, il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu'ils croient, mais aussi à cause que plusieurs l'ignorent eux-mêmes, car l'action de la pensée par laquelle on croit une chose étant différente de celle par laquelle on connaît qu'on la croit, elles sont souvent l'une sans l'autre. Et, entre plusieurs opinions également reçues, je ne choisissais que les plus modérées, tant à cause que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique et vraisemblablement les meilleurs, tous excès ayant coutume d'être mauvais, comme aussi afin de me détourner moins du vrai chemin, en cas que je faillisse, que si, ayant choisi l'un des extrêmes, c'eût été l'autre qu'il eût fallu suivre. Et particulièrement, je mettais entre les excès toutes les promesses par lesquelles on retranche quelque chose de sa liberté. Non que je désapprouvasse les lois qui, pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, permettent, lorsqu'on a quelque bon dessein, ou même, pour la sûreté du commerce, quelque dessein qui n'est qu'indifférent, qu'on fasse des vœux ou des contrats qui obligent à y persévérer. Mais à cause que je ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours en même état, et que pour mon particulier je me promettais de perfectionner de plus en plus mes jugements, et non point de les rendre pires, j'eusse pensé commettre une grande faute contre le bon sens si, pour ce que j'approuvais alors quelque chose, je me fusse obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu'elle aurait peut-être cessé de l'être, ou que j'aurais cessé de l'estimer telle. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir, car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables, et même qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilité aux unes qu'aux autres, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et les considérer après non plus comme douteuses, en tant qu'elles se rapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines, à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle. Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. Je vais peut-être refaire cette phrase. Désolé, j'ai un peu de mal. Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde.
et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir que je naquisse, et ainsi pour me rendre content. Car, notre volonté ne se portant naturellement à désirer que les choses que notre entendement lui représente en quelque façon comme possibles, il est certain que si nous considérons tous les biens qui sont hors de nous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regret de manquer de ceux qui semblent être dus à notre naissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nous avons de ne posséder pas les royaumes de la Chine ou du Mexique. Et que faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désirerons pas davantage d'être saints étant malades, ou d'être libres étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu corruptible que les diamants, ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Mais j'avoue qu'il est besoin d'un long exercice et d'une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses. Et je crois que c'est principalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune et, malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leur Dieu. Car s'occupant sans cesse à considérer les bornes qui leur étaient prescrites par la nature, ils se persuadaient si parfaitement que rien n'était en leur pouvoir que leur pensée, que cela seul était suffisant pour les empêcher d'avoir aucune affection pour d'autres choses. Et ils disposaient d'elles si absolument qu'ils avaient en cela quelques raisons de s'estimer plus riches, et plus puissants, et plus libres, et plus heureux qu'aucun des autres hommes, qui, n'ayant point cette philosophie, tant favorisée de la nature et de la fortune qu'ils puissent être, ne disposent jamais ainsi de tout ce qu'ils veulent. Enfin, pour conclusion de cette morale, je m'avisai de faire une revue sur les diverses occupations qu'ont les hommes en cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure, et sans que je veuille rien dire de celle des autres, je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer en celle-là, même où je me trouvais. C'est-à-dire que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer à autant que je pourrais en la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite. J'avais éprouvé de si extrêmes contentements depuis que j'avais commencé à me servir de cette méthode, que je ne croyais pas qu'on eût pu recevoir de plus doux ni de plus innocent en cette vie. Et découvrant tous les jours par son moyen quelques vérités qui me semblaient assez importantes et communément ignorées des autres hommes, la satisfaction que j'en avais remplissait tellement mon esprit que tout le reste ne me touchait point. Outre que les 3 maximes précédentes n'étaient fondées que sur le dessein que j'avais de continuer à m'instruire. Car Dieu nous ayant donné à chacun quelques lumières pour discerner le vrai d'avec le faux, je n'eusse pas cru me devoir contenter des opinions d'autrui un seul moment si je ne me fusse proposé d'employer mon propre jugement à les examiner lorsqu'il serait temps. Et je n'eusse su m'exempter de scrupules en les suivant si je n'eusse espéré de ne perdre pour cela aucune occasion d'en trouver de meilleures en cas qu'il y en eût. Et enfin, je n'eusse su borner mes désirs, ni être content, si je n'eusse suivi un chemin par lequel, pensant être assuré de l'acquisition de toutes les connaissances dont je serais capable, je le pensais être par même moyen de celle de tous les vrais biens qui seraient jamais en mon pouvoir. D'autant que, notre volonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune chose que selon que notre entendement la lui représente bonne ou mauvaise, il suffit de bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu'on puisse pour faire aussi tout son mieux, c'est-à-dire pour acquérir toutes les vertus et ensemble tous les autres biens qu'on puisse acquérir. Et lorsqu'on est certain que cela est, on ne saurait manquer d'être content. Après m'être ainsi assuré de ces maximes, et les avoir mises à part avec les vérités de la foi, qui ont toujours été les premières en ma créance, je jugeais que, pour tout le reste de mes opinions, je pouvais librement entreprendre de m'en défaire. Et d'autant que j'espérais en pouvoir mieux venir à bout en conversant avec les hommes qu'en demeurant plus longtemps renfermé dans le poêle où j'avais eu toutes ces pensées, l'hiver n'était pas encore bien achevé, que je me remis à voyager. Et en toutes les 9 années suivantes, je ne fis autre chose que rouler çà et là dans le monde, tâchant d'y être spectateur plutôt qu'acteur en toutes les comédies qui s'y jouent, et faisant particulièrement réflexion en chaque matière sur ce qui la pouvait rendre suspecte et nous donner occasion de nous méprendre, je déracinais cependant de mon esprit toutes les erreurs qui s'y étaient pu glisser auparavant. Non que j'imitasse pour cela les sceptiques, qui ne doutent que pour douter, et affectent d'être toujours irrésolus, car au contraire, tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver le roc ou l'argile.
Ce qui me réussissait, ce me semble assez bien, d'autant que, tâchant à découvrir la fausseté ou l'incertitude des propositions que j'examinais, non par de faibles conjectures, mais par des raisonnements clairs et assurés, je n'en rencontrai point de si douteuses que je n'en tirasse toujours quelques conclusions assez certaines, quand ce n'eût été que cela même qu'elle ne contenait rien de certain. Et comme en abattant un vieux logis on en réserve ordinairement les démolitions, pour servir à en bâtir un nouveau, ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que je jugeais être mal fondées, je faisais diverses observations et acquérais plusieurs expériences qui m'ont servi depuis à en établir de plus certaines. Et de plus, je continuais à m'exercer en la méthode que je m'étais prescrite. Car outre que j'avais soin de conduire généralement toutes mes pensées selon ces règles, je me réservais de temps en temps quelques heures que j'employais particulièrement à la pratiquer en des difficultés de mathématiques, ou même aussi en quelques autres que je pouvais rendre quasi semblables à celles des mathématiques, en les détachant de tous les principes des autres sciences que je ne trouvais pas assez fermes, comme vous verrez que j'ai fait en plusieurs qui sont expliqués dans ce volume. Et ainsi, sans vivre d'autre façon en apparence que ceux qui, n'ayant aucun emploi qu'à passer une vie douce et innocente, s'étudient à séparer les plaisirs des vices, et qui pour jouir de leurs loisirs sans s'ennuyer usent de tous les divertissements qui sont honnêtes, je ne laissais pas de poursuivre en mon dessein, et de profiter en la connaissance de la vérité, peut-être plus que si je n'eusse fait que lire des livres ou fréquenter des gens de lettres. Toutefois, ces 9 ans s'écoulèrent avant que j'eusse encore pris aucun parti touchant les difficultés qui ont coutume d'être disputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondements d'aucune philosophie plus certaine que la vulgaire. Et l'exemple de plusieurs excellents esprits qui, ayant eu ci-devant le dessein, me semblaient n'y avoir pas réussi, m'y faisait imaginer tant de difficultés que je n'eusse peut-être pas encore si tôt osé l'entreprendre si je n'eusse vu que quelques-uns faisaient déjà courir le bruit, que j'en étais venu à bout. Je ne saurais pas dire sur quoi ils fondaient cette opinion, et si j'y ai contribué quelque chose par mes discours, ce doit avoir été en confessant plus ingénument ce que j'ignorais que non coutume de faire ceux qui ont un peu étudié, et peut-être aussi en faisant voir les raisons que j'avais de douter de beaucoup de choses que les autres estiment certaines, plutôt qu'en me vantant d'aucune doctrine. Mais ayant le cœur assez bon pour ne vouloir point qu'on me prît pour autre que je n'étais, je pensais qu'il fallait que je tâchasse par tous moyens à me rendre digne de la réputation qu'on me donnait, et il y a justement 8 ans que ce désir me fit résoudre à m'éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir des connaissances, et à me retirer ici en un pays où la longue durée de la guerre a fait établir de tels ordres que les armées qu'on y entretient ne semblent servir qu'à faire qu'on y jouisse des fruits de la paix avec d'autant plus de sûreté, et où parmi la foule d'un grand peuple fort actif, et plus soigneux de ses propres affaires que curieux de celles d'autrui, sans manquer d'aucune des commodités qui sont dans les villes les plus fréquentes, j'ai pu vivre aussi solitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés. Et c'est la fin de la 3e partie. Ça sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ok. Alors, j'aime toujours bien. C'est très intéressant de voir, je dirais, la démarche de Descartes, mais même de manière très incarnée. Le fait que ça lui a pris des années à se retirer, etc. Là, apparemment, d'être très solitaire et tout ça ensuite. On sent qu'il y a vraiment toute une démarche, tout un processus qui est en cours et qui prend des années, qui prend de nombreux voyages. Donc, il s'est mis en mouvement, quoi. Il n'a pas imaginé tout ça dans sa tour d'ivoire. Il s'est mis en mouvement, il s'est mis dans la vie pour observer tout ça. C'est intéressant. Pour développer tout ça. Et là, du coup, dans ce qu'il nous raconte, c'est un peu plus compliqué pour moi à résumer. Mais de ce que je comprends, et ça, je trouve que c'est une idée vachement intéressante, encore une fois, il s'est dit, comme quand on détruit une maison, il nous faut une maison en attendant d'avoir reconstruit une nouvelle maison. Donc il nous faut un logement en attendant de retrouver un logement. Enfin, en attendant de reconstruire un logement. Et je trouve ça trop intéressant comme manière de voir.
trop intéressant. C'est comme s'il s'était dit, je dis peut-être ça innocemment, peut-être pas innocemment, c'est vrai qu'avec ce qui se dit en ce moment, bref. Euh, c'est comme s'il s'était dit, il me faut un gouvernement provisoire. Il me faut un gouvernement provisoire pour le temps de réflexion. Et je trouve ça intéressant d'avoir eu cette pensée pour soi-même. De se dire, ok, là, moi-même, pour fonder ma manière de penser, j'ai besoin de tout détruire. Et en attendant d'avoir refondé quelque chose de neuf, j'ai besoin de me baser sur quelques règles simples, quelques maximes, qui vont me permettre de tenir bon, et des maximes intéressantes en plus. Je serais incapable de vous les résumer toutes les 4 là comme ça de souvenirs, mais par exemple, j'ai trouvé ça intéressant, le fait de dire je vais utiliser les mœurs des gens de mon pays et ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent, parce que les gens n'ont pas toujours la faculté de dire ce qu'ils font, de dire comment ils réfléchissent, comment ils pensent, et ainsi de suite, comment ils fonctionnent. Ça, c'est intéressant. J'ai trouvé particulièrement intéressant aussi le truc de dire que du coup, il allait rester dans les idées les plus modérées, parce que j'adore sa justification, parce que s'il avait été dans quelque chose d'extrême, ce serait l'opposé complet qui serait la bonne chose, alors que s'il était dans le modéré, il serait juste à côté de ce qu'il faut. Il y aurait un moins gros gap à franchir. Vachement intéressant comme manière de réfléchir, je trouve. Ou même, en fait, j'ai bien aimé, il y a beaucoup d'analogies, beaucoup de métaphores qui sont cool là-dedans, beaucoup d'images, de comparaisons. Pareil, l'image de quelqu'un qui se perd, il doit marcher tout droit et pas tourner en rond. Donc du coup, si je fais une erreur, je continue dans mon erreur. Je continue à agir à fond dans mon erreur. Je suis en mode, what? De base, je trouve ça con, mais avec sa justification, je trouve ça trop intéressant. Trop intéressant. Surtout qu'encore une fois, c'est une sorte de gouvernement provisoire sur soi-même, jusqu'à ce qu'il ait fondé des règles plus strictes et plus sûres, plus certaines. Et c'est ça qui est trop intéressant, encore une fois, c'est que Descartes, il est connu pour le doute cartésien. Donc on se dit, ouais, Descartes, c'est le doute. Oui, c'est le doute, mais comme il le dit lui-même, le but de sa démarche, c'est de ne pas finir sur du sable mouvant, c'est de finir sur un roc, sur un truc qui tient, parce que justement, ça a été étudié, ça a été réfléchi. Donc non, franchement, j'aime beaucoup la manière qu'il a d'expliciter sa démarche. Je me demande vraiment où ça va aller, du coup, la 4e, 5e, 6e partie. C'est vrai que ça s'appelle Discours de la méthode, donc j'imagine qu'il va pas forcément embrayer sur des idées autres. J'imagine qu'il va continuer d'élaborer sur voilà comment j'ai fondé ma méthode. Mais je me demande s'il va pas finir par se répéter. Bon, le livre n'est pas très gros, hein, mais je me demande s'il risque pas de finir par se répéter. C'est un peu le cas déjà, mais il y a quand même beaucoup de variantes. Il y a quand même beaucoup de nuances. Donc franchement, ça passe bien. On est à la page 36. J'ai commencé à la page 11, je crois. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a lu 25 pages. Et il me reste, alors, 39 à 75. Ça nous fait 41 pages. Ouh. Ah. Bon, bah, je crois que la partie 4, 5, 6, ça va être beaucoup plus costaud. Écoutez, on arrive à 1h30 de live. Je trouve ça cool quand même de partager en 2 x 3 parties. Donc je vais pas faire de partie supplémentaire ce soir. On va bien s'arrêter là. On va juste lire brièvement l'analyse Wikipédia de la 3e partie, qui sont sur les règles de la morale. Afin de ne pas être irrésolu dans ses actions pendant que la raison m'obligeait de l'être en mes jugements, par la remise en cause de toute connaissance, Descartes fonde une morale par provision, c'est-à-dire en attendant mieux,
une morale définitive liée à une connaissance totale, une morale qui respecte 4 maximes. En premier, d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance. De plus, les opinions auxquelles on se conforme sont choisies. Il faut que les opinions soient modérées, viennent des gens les plus sensés et doivent être celles de l'endroit où on se trouve. En second, il s'agit d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Ceci afin de pratiquer toute chose comme bonne, et de ne point être soumise à la mauvaise conscience d'avoir suivi une chose que l'on sait maintenant mauvaise. La troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde, et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos pensées. Donc oui, cette troisième maxime, c'est plutôt de l'ordre de... il y a des choses en dehors de nous sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ce sur quoi j'ai pouvoir, c'est mes pensées. Et donc, c'est là-dessus que je dois travailler. Intéressant. Et la quatrième maxime, dit Descartes, c'est d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais dans la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite. Après cela, Descartes entreprit de voyager pendant 8 ou 9 ans, à observer, chercher la vérité et déraciner les idées reçues. Il ne s'adonna toutefois pas encore à la philosophie, mais se forgea de solides idées. Intéressant. Très intéressant. Franchement... je suis bien content de lire le discours de la méthode. J'avais vraiment peur que ça soit complexe. Et je trouve ça plutôt accessible et plutôt très intéressant. Content. Allez, petit bonus pour cette fin de live. Je vous lis la brève biographie de René Descartes disponible dans cette édition Librio. Et puis, comme ça vous donnera peut-être pour les plus curieux un petit contexte qui pourra vous aider à mieux saisir l'œuvre. Je pense pas que ça soit nécessaire, mais surtout sur une œuvre d'un philosophe, je pense que ça peut apporter des choses et être intéressant. René Descartes, né en 1596 à La Haye, je sais pas comment on dit, La Haye j'imagine, en Touraine. Il effectue de brillantes études chez les jésuites de la Flèche, même s'il jugera sévèrement l'enseignement qu'il y a reçu, et y découvre les théories de Galilée. D'ailleurs, j'ai cru voir sur internet que La Haye était devenue une ville qui s'appelait Descartes. Je trouve ça fou, on peut habiter à Descartes. Après avoir passé son baccalauréat et sa licence de droit, il s'engage dans l'armée et gagne l'Allemagne pour s'enrôler dans les troupes du duc de Bavière en 1619. Comme il le racontera dans le discours de la méthode, c'est dans la ville de Neubourg qu'il a la révélation d'un accord possible entre philosophie, mathématiques et sciences de la nature. Donc ça, il nous reste à le découvrir, certainement. Il se donne alors pour projet de trouver une méthode qui permette de réorganiser les savoirs à partir de fondements nouveaux et assurés. Il abandonne définitivement la carrière militaire et voyage quelque temps en Italie. De retour en France, il se met à fréquenter les cercles littéraires et scientifiques parisiens. Pourtant, afin d'être au calme, délivré des lourdes obligations sociales, il se retire en 1628 dans les Provinces-Unies, Pays-Bas, où, bien que déménageant à plusieurs reprises, il restera 20 ans. D'une servante, il aura une fille qui mourra très jeune. Conformément à son projet initial, Descartes s'intéresse aussi bien à la mathématique, à la physique, à l'optique et à l'anatomie qu'à la philosophie morale et à la métaphysique, et jamais il ne perd de vue les conséquences pratiques et utiles de ses recherches. Le contexte est à la fois favorable d'un point de vue scientifique et dangereux d'un point de vue social, car Galilée est condamné en 1633. Cette nouvelle qui le terrifie accentuera sa timidité et le conduira à s'exprimer de façon ambiguë dans ses ouvrages. Aussi, c'est sans nom d'auteur et à l'aideux, dans les Provinces-Unies, qu'il publie le discours de la méthode en 1637, en français, par souci de vulgarisation, et suivi d'essais pour mettre en application la méthode. Dans le même esprit de démocratisation du savoir, il a l'idée de publier un cours de philosophie. En parallèle et suite à la publication de ses premiers livres, il commence des échanges de lettres qui l'occuperont toute sa vie. Ainsi, il envoie les méditations métaphysiques à des savants avant de les faire paraître en 1641, ce qui n'empêchera pas l'ouvrage et le système philosophique de son auteur d'être condamné l'année suivante par les magistrats d'Utrecht
mais aussi par les jésuites français. En 1644, il publie enfin son cours de philosophie, qu'il dédie à l'une des correspondantes les plus fidèles, la princesse Élisabeth de Bohême. C'est encore à sa demande qu'il se met à rédiger un traité sur les passions de l'âme, qu'il publiera 5 ans plus tard. Bien qu'établi aux Provinces-Unies et se trouvant progressivement en contact avec les plus importants personnages européens de son temps, il n'oublie pas la France et, lors d'un de ses voyages à Paris, il rencontre Pascal, autre esprit philosophique et scientifique du siècle, avec qui il discute du problème du vide. Il commence en 1647 une correspondance avec la reine Christine de Suède et, sur son invitation, se rend à la cour de Stockholm pour lui donner des leçons de philosophie en 1649. Mais le climat est trop rigoureux et il y meurt d'une pneumonie l'année suivante. 3 volumes de lettres seront publiés à titre posthume, témoignant de l'immense notoriété qu'il avait acquise de son vivant. Voilà. Je trouve que c'est intéressant sa biographie en vrai. Ça nous éclaire notamment avec sa fascination de Galilée, le fait qu'il ait peur de publier, tout ça, tout ça. Le fait que c'est rappelé, le discours de la méthode, c'est entre guillemets qu'une introduction à d'autres textes où il applique la méthode. Et presque, je serais curieux de voir ces autres textes pour voir comment il a appliqué ces méthodes du coup. Voir la méthode en application, c'est toujours un bon exemple, quoi. Donc je serais curieux presque. Mais nous n'aurons pas l'occasion de faire cela en live. De toute manière, il faudrait que je me le fournisse. Et de toute manière, les lives sont bientôt terminés. Donc, pour les 3 dernières parties, pour la suite et fin du discours de la méthode, je pense que ça sera dès samedi. Incapable de vous dire si ça sera dans l'après-midi ou le soir. L'après-midi, normalement, j'ai une session de jeu de rôle. Donc je pense que ça sera samedi soir, potentiellement, mais je suis pas sûr. Samedi 21h, il y a de grandes chances que ce soit la suite et fin de la lecture du discours de la méthode. Sinon, je vais essayer de faire un live tous les 2 jours. Pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. Donc je pense que lundi, potentiellement, il y aura les mots portes sur le bonheur. Je ferai bien ça lundi, je crois. Mercredi, peut-être lecture de Cyrano de Bergerac, que sais-je. Vendredi, peut-être lecture de... non, peut-être recommandation de comics. Pourquoi pas. Et à ce moment-là, dimanche, et ça serait mon dernier live, potentiellement. Dimanche, peut-être un live de musique, par exemple. Ça pourrait être cool comme dernier live. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça ressemble à peu près à ça dans ma tête. Et de toute manière, quand vous aurez vu cette rediffusion sur YouTube, ça sera déjà passé depuis longtemps. Étant donné qu'il y a plus de live que de rediffusion par semaine, je vais avoir quelques semaines d'avance. Voilà, voilà. J'estime d'ailleurs, j'ai l'impression, là si je fais 6 lives, j'ai l'impression que si j'arrive à faire 6 lives dans la semaine, je vais réussir à avoir des rediffusions jusqu'à peu près début septembre, ou fin août en tout cas. Et après ça, il y aura une longue période sans live, sans rediffusion. Potentiellement. Voilà. Merci à ceux qui sont passés, merci. Si vous m'avez suivi sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux pour savoir quand je vais en live, quand je vous lis la suite. Et ma foi, on est jeudi déjà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de JO, bon courage aux habitants parisiens. Et puis voilà, hein, on est bon, on est bon. Bonne soirée, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, des bisous.